Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous recevoir au nom de l'association Sainte-Geneviève et je vous remercie de votre fidélité. Et notre invité d'honneur aujourd'hui est M. Olivier Piacentini, dont je vais vous parler. Mais auparavant, je vous proposais que nous fassions, sur notre habitude, une petite prière. Je vais vous demander de vous lever. Donc, Père, le Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez toutes nos offenses, que nous pardonnons ainsi aux autres offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Invocation à Saint-Michel. Archange Saint-Michel, priez pour nous. Prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats. Vengeur des droits de Dieu, armez-nous chevaliers de sa cause sainte. Porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix. Vainqueur de Satan, faites que nous ne reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans le combat de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute grande pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le fils aîné de l'Église et le bras dans le monde, ainsi soit-il. Sainte Geneviève, priez pour nous, qui recouvre que à vous. Le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Donc notre invité d'honneur d'aujourd'hui est M. Olivier Piacentini, que vous connaissez sans doute pour la plupart, puisqu'il est venu déjà plusieurs fois nous honorer de sa présence. Je rappellerai cependant que M. Piacentini est un économiste. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques. Rassurez-vous, il n'est pas sorti de la manifestation pour venir pour nous. Il n'était pas à la manifestation à ma connaissance aujourd'hui. J'ai enlevé le voile juste avant. Alors M. Piacentini a été banquier, audit financier, avant son cabinet actuel d'assistance financière et juridique aux créations d'entreprises. C'est donc un économiste de terrain et non pas un économiste de cabinet. Il s'est aussi fait connaître dans nos milieux pour ses conférences et ses livres, notamment Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion. En effet, il attire l'attention sur l'échec de la mondialisation heureuse et la montée des périls suscités par les peuples extérieurs à l'Occident en réaction contre cette mondialisation forcée. Il a dénoncé le formatage et l'asservissement des peuples mis en place depuis la crise sanitaire par une oligarchie mondialisée et ses médias serviles. La démocratie est devenue une apparence, un formalisme. Les médias imposent une vue déformée de l'avenir, peint sous des couleurs riantes, bien évidemment. L'unilatéralisme règne. Les solutions choisies par les maîtres du jour sont présentées comme inéluctables et sans alternative. Ceux qui veulent s'en éloigner sont exclus du cercle de la raison, nous dit-on, ou de l'arc démocratique, et on les diabolise. Ils sont au mieux réduits au silence, ils n'ont pas d'écho, pas de crédit, ils sont exclus des plateaux de radio et de télévision, et au pire, ils peuvent être voués à une répression, parfois silencieuse, enfin généralement silencieuse d'ailleurs, parce qu'on essaye de ne pas le dire en même temps, les amendes, voire quelquefois la prison, de tout cela sans publicité. Olivier Piacentini reste une des quelques voix encore libres qui critiquent ce monde digne d'Aldous Huxley, vous savez, Le meilleur des mondes, ou d'Orwell, 1984. Et dans la période de restriction de liberté, de politiquement correct que nous subissons, il garde son franc-parler. Précédemment, il nous a avertis de la gravité et des dangers de la situation dans son livre « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » il nous a montré le chaos grandissant, l'endettement abyssal de la France, la destruction de l'Occident par la montée de ses rivaux. J'y ajouterai pour ma part, d'ailleurs, l'indifférence de la plupart des gens à l'égard de la perte de liberté de pensée que nous connaissons et l'abandon du souci de la paix internationale. À l'heure actuelle, nous avons des tensions internationales et les gens sont pour l'un ou pour l'autre, pour tel ou tel pays, mais ils oublient quand même l'essentiel qui est la paix qu'il faudrait sauvegarder avant tout. Donc, je suis très heureux
de donner la parole à nouveau à Olivier Piacentini, qui va nous donner un petit peu d'espoir, avec le titre de cette conférence, qui est le titre d'un livre qui va paraître normalement la semaine prochaine, « L'Occident renaîtra-t-il? Que faire ?» C'est un encouragement à ne pas se laisser aller, à dire à quoi bon, comme font beaucoup, ou à bien un providentialisme de façade qui n'est qu'un abandon. Comme le disait Charles Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. Et c'est donc pour souligner qu'il reste des raisons d'espérer et donc de se battre que je vous propose d'écouter Olivier Piacentini, que je remercie encore une fois de son amabilité à nous rejoindre. Pour répondre au remerciement de Franck, je me sens parmi vous en famille. Et d'ailleurs, je suis très heureux qu'on ait choisi cette prière à Saint-Michel pour inaugurer la conférence, puisque Saint-Michel est le saint patron de mon village, en Corse, Ghisonaccia, et donc je le prends vraiment comme un accueil favorable pour moi, et je vous en remercie. On est en famille, alors je vous le dis, j'ai eu toute la semaine une algie ophtalmique dont je viens à peine de sortir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas s'il m'arrive de buter sur les mots. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas pour être le plus audible possible. Et je vous remercie de votre accueil. Alors, je voudrais dédier déjà cette conférence à Philippe, le jeune de Grande-Sainte, et au-delà de ce jeune garçon, à toutes les victimes de la barbarie qui déferle dans notre pays depuis des années, et de façon de plus en plus intense, et qui déferle aussi, mais dans une moindre mesure quand même, dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, nos jeunes et moins jeunes, qu'ils soient français de souche, ou même d'ailleurs d'origine extra-européenne à présent, ne peuvent plus vivre leur vie en toute quiétude. Nos vieux vivent dans la peur permanente d'agression, et même les adultes que nous sommes ressentent évidemment cette insécurité qui déferle. Nos vies changent, se rabougrissent, s'enferment dans la crainte à vitesse grand V face à la barbarie qui s'épanche à peu près partout sur notre territoire. Mais de quoi sommes-nous victimes au fait? Parce qu'il faut quand même mettre des mots, parce qu'on vous dit toujours la barbarie, l'insécurité, etc. Mais il faut le dire très clairement. Tout ceci est lié à la pointe d'une religion qui veut s'imposer sur notre territoire, qui est l'islam. Alors évidemment, je ne mélange pas tous les musulmans là-dedans, mais enfin quand même, ils sont le socle, je dirais, de du déferlement de cette forme de barbarie. Et il y a une volonté d'imposer la charia un petit peu partout, vous le voyez, quand vous voyez quand même ce professeur qui a été agressé en classe parce qu'il a bu un verre d'eau pendant le ramadan, un gérant de boutique qui se retrouve menacé de mort parce qu'il n'a pas voulu embaucher une personne qui porte le voile. Bien, on n'est plus libre de faire ce qu'on veut et de vivre en tant que Français, Français historique, dans nos traditions, dans nos modes de vie. Maintenant, on veut nous imposer une certaine religion pratiquement de force. Voilà ce qui se passe en France en 2024. Et l'islam s'impose aujourd'hui dans beaucoup d'endroits comme un contre-pouvoir face à un État totalement impotent et un contre-modèle de société face à un Occident décadent qui se délite, il faut le dire aussi. C'est un peu de notre faute à tous. Alors, évidemment, il y a des responsables, enfin en tout cas des gens qui sont plus responsables que nous, même si je pense que nous tous, nous sommes responsables de la situation. Et je pense que les complices de tout ça, c'est tout simplement ceux qu'on appelle, entre guillemets, les progressistes, qui sont soi-disant féministes, libertariens, ouverts sur les questions de meurtre, mais qui au final se retrouvent complices de cette forme d'obscurantisme qui se développe dans notre pays. Les vrais coupables, pour moi, ce sont eux qui ont laissé faire, et qui ont même évidemment, et qui continuent, de diffamer et diaboliser tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Et moi, je vous le dis, il faudra qu'un jour, ces gens-là finissent par rendre des comptes sur ce que j'appelle une vraie trahison, parce que là, on n'est plus en termes d'idées. Quand on voit quand même les conséquences au jour le jour sur ce qui se passe dans notre société, quand vous voyez un Pablo, comment il s'appelle, Pio Vivien, qui passe sur les plateaux télé, et puis qui, le jour où on entend parler l'imam Majoubi, qui dit que le drapeau tricolore c'est Satan, etc., eh bien, qui trouve à dire que non, lui il n'a pas compris ça, il a compris autre chose, mais pour moi ces gens-là, ce sont des traîtres. Où en sommes-nous aujourd'hui, en France ? Parce que nous sommes le pôle avancé de la décadence, mais en Europe, on peut le dire. Nous sommes au même point que dans l'Empire romain, en situation de décadence avancée. Relisez bien une histoire de la Rome antique.
Et vous y retrouverez point par point les mêmes problématiques que nous vivons aujourd'hui. Les invasions barbares. Ce n'était pas une guerre où les barbares gagnaient et puis prenaient possession de terres dans l'Empire romain. Pas du tout. C'était de l'immigration. C'était vraiment ça. Ça a commencé, le gros des invasions barbares, une année donc que le Rhin était gelé et bon, les peuples germains étaient affamés et donc ils ont franchi en masse le Rhin pour rentrer au-delà du Limès qui étaient les frontières de l'Empire romain. Et au fur et à mesure que ces gens-là s'implantaient sur les territoires européens, eh bien, vous retrouviez au sein des élites romaines les mêmes débats que ce que nous connaissons aujourd'hui. Certains pensaient qu'il fallait arrêter tout cela parce que la société romaine se délitait sous le poids des nouveaux arrivants qui dévoyaient les valeurs de la Rome traditionnelle. Et puis d'autres pensaient qu'on allait finalement réussir à les intégrer, qu'ils apportaient leur écho à la société, on allait les manipuler parce qu'ils étaient finalement rustres, hein, ils n'étaient pas aussi raffinés, aussi intelligents que les citoyens romains. Et donc on allait finir par les rendre dociles et en faire des Romains comme les autres. C'était exactement les mêmes débats qui animaient la société romaine de l'époque. Et puis on les enrôlait dans les légions romaines pour combattre à la place des citoyens romains qui avaient perdu leur âme guerrière. Et au final, l'empereur Caracalla, qui était d'une lignée originaire de ce qu'on peut appeler l'actuelle Syrie actuelle, finit par étendre la citoyenneté romaine à presque tout le monde. Et à partir de là, l'Empire entra dans une véritable spirale infernale. Il faut le comprendre. Nous sommes, nous, Européens, des peuples et des nations d'élite. La liberté, la démocratie, ben c'est pour des peuples qui ont longtemps mûri ces questions-là, qui en connaissent le prix et les devoirs, et qui, je dirais, comprennent qu'il y a des droits et des droits qui sont assortis à des devoirs, et que tout ne tombe pas du ciel. Les autres n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas la même conscience. Si leur présence devient massive dans des sociétés qui ont perdu la foi dans leur religion, mais aussi la foi dans leur pays, dans leur civilisation, et qui ont perdu la conscience dans les valeurs de leurs acquis, la conscience même des richesses que nous pouvons proposer aux autres et du décalage qui existe dans nos sociétés par rapport aux autres, ben c'est le délitement qui opère aujourd'hui sous nos yeux, c'est ce à quoi nous assistons. Dans plusieurs de mes livres précédents, vers la chute de l'Empire occidental, ou la chute finale, je décrivais, j'anticipais la décadence qui s'accélère aujourd'hui sous nos yeux. Dans Vers la chute de l'Empire occidental, par exemple, que j'avais écrit en 2015, j'ai évoqué l'inflation à venir. J'ai évoqué les pénuries, la dégradation de nos monnaies. Et puis, j'avais consacré un chapitre entier au groupe BRICS. Et j'expliquais que ce groupe de nations complètement hétéroclites, voire des nations antagonistes, puisque vous savez qu'il y a des conflits de frontières, par exemple, entre la Chine et l'Inde, mais pourtant ils se regroupent au sein du groupe BRICS. Mais pour un seul but, c'était affaiblir l'Occident et le harceler un petit peu comme un essaim de guêpes. L'empêcher de poursuivre sa domination. Et dans ce livre, j'avais même dit qu'un jour, Poutine pourrait attaquer. Alors je ne suis pas prophète, vous savez, moi je suis analyste, donc je ne pouvais pas dire qu'il allait attaquer en Ukraine ou autre, mais j'avais pressenti que le fait qu'il se retrouve inséré dans un ensemble de nations qui pouvaient le soutenir, lui donnerait un beau jour l'occasion de déployer, je dirais, ses velléités, tout en n'ayant pas à subir les ripostes d'un Occident qui de toute façon a lui-même perdu la boussole et ne serait pas en mesure de répliquer. L'Occident en plus aujourd'hui est isolé, on l'a bien vu. Ça aussi, je l'avais dit, et puis beaucoup d'entre vous certainement l'avaient pensé, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, quand on vous a expliqué que la Russie allait s'effondrer, l'économie russe, et puis qu'ils allaient être complètement isolés et compagnie. Mais en fait, en réalité, on s'est rendu compte assez vite, qui est isolé dans l'affaire? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que c'est l'Occident? Ben, c'est l'Occident qui s'isole, l'Occident qui est complètement isolé, qui n'est suivi par absolument personne. Il est isolé par quoi? Et isolé pourquoi?
Il est isolé d'abord parce que l'histoire a accumulé les rancœurs à notre égard, partout dans le monde. Car nous sommes les seuls, il faut bien s'en rappeler, à avoir planté partout notre drapeau, et cela n'est pas sans conséquence. Et puis nous sommes aussi isolés, et je pense surtout isolés, par notre nouvelle doctrine, le progressisme, ou le mondialisme, qui sont associés. Et ces doctrines, nous voulons les imposer partout. Or, ces doctrines-là, en réalité, il faut bien comprendre, personne n'en veut. Même pas nous, d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre nous. Puisque, en fait, on nous l'impose à nous aussi. J'ai eu l'occasion de débattre récemment avec Kémy Séba, qui défendait, je dirais, la fin de la mondialisation, la fin du mondialisme, etc. Mais je lui ai dit, mais vous savez, nous, les Occidentaux, les peuples occidentaux, pour une large mesure, nous-mêmes, nous sommes contre ça. On nous l'impose. C'est en fait la doctrine, non pas de l'Occident, mais d'une élite occidentale hors sol, et je dirais anti-occidentale d'ailleurs. Avec le mondialisme, nos élites livrent les trésors de notre civilisation à tous nos adversaires. Ils s'efforcent de livrer nos richesses à tous et de nous abaisser pour que nous nous fondions dans le monde globalisé, où nous ne ferions tous qu'un. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Observez bien la situation actuelle. Il faut bien vous rappeliez qu'il y a encore 30 ans, l'Occident faisait peur à tout le monde. L'Occident dominait, l'Occident était pratiquement inattaquable. En 2 ans, la Russie a donc attaqué l'Ukraine. L'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Évidemment, de ça on n'en parle pas, puisque les Arméniens c'est des chrétiens, ils sont attaqués par des musulmans, et ça il ne faut pas le dire, puisque les musulmans sont censés être des victimes éternelles, comme d'autres d'ailleurs. Le Hamas a attaqué Israël. Alors vous allez me dire, Israël, c'est pas l'Occident. Moi, je ne considère pas Israël comme l'Occident. Mais il fait partie du bloc occidental. Et pour finir, l'Iran a attaqué l'Israël. Si je vous cite tout ça, c'est pas pour vous dire que je suis pour les uns, pour les autres, etc. C'est pour vous dire que la puissance de l'Occident mondialisé est érodée, et c'est pour ça que vous assistez un petit peu partout à des agressions, ou à des répliques, à des agressions, on peut le prendre comme on veut, mais le fait est que l'Occident ne fait plus peur, et ça se sent aujourd'hui. L'Occident mondialiste est aveugle, il veut imposer le mondialisme, et en cela, il se trompe d'ennemi. Il est incohérent stratégiquement. Il montre ses cousins contre lui, parce que la Russie et le monde orthodoxe n'est pas ennemi de l'Occident. C'est une variante de l'Occident, ou un cousin de l'Occident. C'est Philippe Nemo qui disait que c'était, je dirais, il lui manquait une étape pour être véritablement, je dirais, partie prenante de l'Occident. Mais à la base, ce ne sont pas nos ennemis de civilisation. Et avec toute cette stratégie totalement incohérente, on pousse la Russie dans les bras de nos ennemis, ceux qui par essence sont hostiles ou antagonistes à notre civilisation. Mon nouveau livre s'appelle « N'ayez plus peur, l'Occident renaîtra comme le phénix ». Il se veut malgré tout optimiste et il propose des perspectives pour échapper au déclin qui aujourd'hui nous éclate cruellement en pleine figure. Pourquoi le sursaut est selon moi encore possible? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont pessimistes. Parce que d'abord, vous le voyez bien, vous le sentez bien, on assiste partout à un réveil des peuples. Est-il besoin d'énumérer la poussée formidable des mouvements populistes partout dans le monde? États-Unis, Canada, Italie, France, Pays-Bas, Suède, Europe de l'Est. Partout, on voit bien qu'il y a un bras de fer qui est en train de s'engager, depuis plusieurs années d'ailleurs, entre des peuples qui ouvrent les yeux, même s'ils ne sont pas encore complètement conscients de ce qui se passe, et même s'ils ne peuvent pas tous en décrire les tenants et les aboutissants et les ressorts, on voit bien quand même que les gens ressentent qu'on leur ment, qu'on les prend pour des imbéciles, et que surtout, il y a une espèce de volonté d'abaisser les peuples occidentaux. De plus en plus de gens en sont aujourd'hui plus ou moins conscients, même si ce n'est pas évidemment encore arrivé au point que nous le souhaiterions. La preuve de ce que je vous dis, je vous invite à regarder les thématiques qui ont été débattues ces dernières années au cours du forum de Davos. Et vous verrez bien qu'eux-mêmes sont conscients de ce problème et en ont peur.
vous avez eu par exemple une thématique que vous allez retrouver sur le site, hein, qui s'appelle « Vers la démondialisation » et qui est commentée de la manière suivante. À l'heure de l'hyperconnectivité dans le monde virtuel, va-t-on vers la démondialisation dans le monde physique? Ça veut dire ce que ça veut dire. Deuxième thématique de conférence que j'ai relevée, répondre à la crise de confiance. Et cette conférence était commentée de la manière suivante, les dirigeants politiques de la société civile et des grandes entreprises sont confrontés à une crise de confiance généralisée. Comment reprendre le dessus et retrouver la confiance des consommateurs, des citoyens et des communautés? Alors observez bien, on vous dit comment reprendre le dessus. Bon, mais comment reprendre le dessus? Ça veut dire que jusqu'à présent, ils avaient le dessus, c'est-à-dire qu'ils imposaient leur dialectique, leur thématique, ils s'imposaient sur les peuples. Donc c'est comme ça qu'ils voient la démocratie, c'est les élites qui s'imposent sur le peuple. Et puis, ensuite, il faut bien écouter les mots. Communauté. On parle de communauté. On parle de... Excusez-moi, hein, mais j'ai du mal à y voir. Hein, je ne veux pas vous... Une seconde, parce que j'y vois plus rien. Voilà, de consommateurs, de citoyens, communauté, consommateurs, citoyens. Vous avez bien observé, les peuples et les nations n'existent pas dans leur bouche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ce sont les peuples qui, dans leur esprit, bloquent leurs projets. Et oui, ce sont nous, c'est donc nous qui posons le problème pour le développement de ce programme mondialiste qui les inquiète. Et on le voit bien, elle s'inquiète du réveil des peuples. Et alors, dans la conférence, on disait, parmi les commentaires, il faut placer la planète et les personnes au-dessus de tout. Encore une fois, les peuples sont totalement évacués, même en termes de sémantique et de terminologie, de leur logiciel. Et puis, il y a un deuxième facteur que je considère primordial pour reprendre un regain d'optimisme, c'est ce que j'appelle l'exception occidentale. J'en parlais déjà dans mon livre « La chute finale », mais je le réitère là. L'exception occidentale, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement parce que je considère que l'Occident est vraiment une civilisation à part. Et je l'explique par le menu. L'Occident est la seule civilisation qui, à partir de la Grèce antique, et cela a été confirmé par l'apport du christianisme, fait passer l'individu avant le groupe. Toutes les autres civilisations sont prioritairement holistes, c'est-à-dire que la conservation du groupe est prioritaire. Elle passe avant l'expression individuelle. De facto, c'est comme ça que je le conçois, la créativité et la liberté individuelle sont bridées partout. En Occident, c'est quand même l'inverse. Le groupe se construit sur la base des individualités. Et il se construit par le dialogue, la confrontation d'idées, qui construit une dialectique sur laquelle le groupe se fonde et trace sa route. C'est ce que nous ont enseigné pendant la Grèce antique Socrate, Platon, Aristote. L'Occident, c'est un peu Icare qui veut attendre le soleil. C'est l'image est vraiment frappante. L'homme intrépide peut aller au bout de ses idées. Et le christianisme a accrédité, au moins en partie, ce tropisme, en sacralisant en plus, au-dessous de Dieu, la personne humaine, en relativisant les rites collectifs et le respect de règles strictes au profit d'une morale plus personnelle, plus fondée sur une prise de conscience personnelle. Comme l'avait dit Charles Gave dans un livre qui s'appelle Un libéral nommé Jésus, Jésus s'adresse à moi, avant tout. Et donc, malgré le déclin de notre civilisation, ce sont encore et toujours aujourd'hui les Occidentaux qui créent, qui inventent, qui explorent. Alors c'est vrai, nous perdons graduellement des parts de PIB mondial. On détenait à peu près 75% du PIB en 92, 48% aujourd'hui. Mais nous restons de loin les leaders dans les dépôts des brevets, dans les innovations, la création dans tous les domaines.
Nous perdons du terrain sur le plan économique, parce que le mondialisme ouvre les portes au pillage de nos richesses, de nos entreprises, de nos brevets, de nos créations, avec les transferts de technologies, avec l'ouverture totale de nos frontières. Le libre-échangisme sans limite nous expose à la concurrence déloyale, insoutenable pour des sociétés évoluées et humanistes comme les autres. Quand on n'accorde pas le même prix à la vie humaine dans une autre civilisation, comment pouvons-nous mettre nos travailleurs en concurrence avec ce type de pays ? À travers le problème du, entre guillemets, réchauffement climatique, nos élites s'acharnent à faire plier nos entreprises sous les normes, les réglementations, les contraintes, les charges. Pendant ce temps, pendant qu'ici, on vous parle de réchauffement climatique, eh bien, en Indonésie, par exemple, pour citer ce cas, il y a eu un reportage récent dans une émission qui s'appelle, je crois, Zone Interdite. L'Indonésie, bah oui, mais là, ils ont montré quelque chose d'intéressant, de très intéressant, pendant 1h30. L'Indonésie qui s'industrialise à marche forcée, sans se fixer aucune contrainte d'aucune sorte. Et vous vous retrouvez avec des épanchements acides carrément dans des parcs nationaux, des montagnes de déchets plastiques, une bétonisation à outrance, véritablement aucun respect d'aucune norme écologique d'aucune sorte. Mais alors, pourquoi est-ce que nous, ici, nous devrions faire des efforts quand on voit ce qui se passe à côté? C'est quand même incroyable. On nous demande à nous, Français, notre pays représente 0,8% des émissions de gaz à effet de serre, alors que nous sommes 1% de la population, et plus que ça d'ailleurs au niveau du PIB mondial. Donc en réalité, nous sommes l'un des pays les plus propres du monde, on est dans le trio de tête avec la Suisse. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, nous nous retrouvons attaqués devant les tribunaux par le groupe de, comment elle s'appelle la folle là, Greta, voilà. Voilà, alors maintenant on attaque aussi l'Allemagne, alors ils ont attaqué la Suisse. C'est le pays le plus propre du monde, c'est quand même incroyable. Et dans le même temps, donc l'Indonésie, elle, on peut la laisser s'industrialiser. De toute façon, ils peuvent attaquer, ils en ont rien à faire, ils en ont rien à faire. Et puis, bon, s'il y a une amende à payer, je pense qu'ils vont la payer. Eux n'en ont cure du réchauffement. Et donc, en fait, on le voit bien, le réchauffement climatique, c'est une des armes pour faire plier, pour faire ployer, pour faire baisser la tête des Occidentaux et ruiner nos économies, accélérer le transfert de nos économies, de nos industries, de nos agricultures vers d'autres pays pour contribuer à l'harmonisation du monde qui est indispensable pour faire avancer le projet mondialiste. Je tiens à vous le dire, vous avez un site qui s'appelle le CITASE, C-I-T-A-S-E, qui est un site pas du tout complotiste ou pas du tout orienté, qui a fait une recension complète d'un sommet climat qui a eu lieu il y a 3 ans, en visioconférence, puisque c'était pendant le Covid. Et pendant ce sommet climat, il y a eu des demandes fermes d'engagement des pays présents. Donc il y avait pratiquement toutes les grandes puissances, hein, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Union européenne, hein, qui est une immense puissance, vous le savez, les États-Unis, le Canada. Et alors tous se sont engagés à des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis 45% d'ici 2030, l'Union européenne 55%, parce que nous, on est les champions, hein, toutes catégories, toujours. Vous voyez, même M. Poutine a pris des engagements. Bon. Et la Chine, alors, vous savez à quoi il s'est engagé? Rien du tout. M. Xi a dit qu'il allait faire de son mieux. Mais je vais vous dire, M. Xi, que je n'aime pas. Et j'aime pas son régime communiste. Et vous non plus. Mais je vais vous dire, lui au moins il défend les intérêts de son pays face à ça. Vous voyez? Donc, bah écoutez, lui je trouve qu'il est normal, hein, c'est plutôt les nôtres qui sont pas normaux. Ou en tout cas qui cachent beaucoup de choses, qui nous cachent beaucoup de choses, en tout cas, qui ne défendent absolument pas les intérêts ni de nos entreprises, ni de nos industriels, ni de nos agriculteurs, encore moins. Je tiens à vous dire quand même que j'ai suivi l'autre jour le débat qui a mis aux prises Jordan Bardella et Madame Ayer. Alors on peut penser ce qu'on veut de Monsieur Bardella, bon, tout ce que vous voulez. Moi, il y a vraiment un moment où j'ai joui. Oui. J'ai vraiment été heureux. C'était ce moment où Monsieur Bardella
a quand même pallié aux insuffisances de Madame Le Pen 2 ans auparavant, puisque 2 ans auparavant, monsieur Macron avait dit à Madame Le Pen que Poutine était son banquier, etc. Bon, et Madame Le Pen n'avait pas su quoi répondre. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit, non, c'est pas vrai. Bon, bref. Ben là, monsieur Bardella, évidemment, Madame Meyer à court d'arguments, comme tous, Madame Meyer a dit que Poutine finançait le Front National et que le Rassemblement National est évidemment lié, etc., à la politique du Kremlin, etc., etc. Et là, monsieur Bardella a sorti un document en expliquant que Madame Meyer faisait partie du groupe LDN, je ne sais plus exactement, au Parlement européen, et ce groupe était financé, et c'était officiel, et c'était un papier de déclaration officielle, hein, par Microsoft, Amazon, Facebook, enfin pratiquement tous les GAFAM américains. Donc on voit bien, en fait, quelle est la portée de l'Union européenne, on voit bien quelle est la portée du projet, c'est très simple, c'est ce que j'explique depuis des années, dont j'avais déjà parlé dans mon livre OPA sur l'Elysée. Monsieur Macron est là pour détruire le tissu industriel des PME, des commerçants français, l'accabler de normes, l'accabler de charges, l'accabler de taxes, et puis le faire fermer de force, et puis finalement il y a ses amis qui reprennent derrière, et puis après on transfère les usines ailleurs, etc. C'est ça le projet très clairement, et quand on voit qui finance, aujourd'hui, ben, pour une fois quelqu'un a vraiment mis sur la table ce qui est, ben, qu'est-ce que vous voulez, on comprend mieux ce qui se passe. L'Occident qui perd, l'Occident qui décline, l'Occident qui se couche, qui recule, en réalité, ce n'est plus l'Occident. Ce n'est pas ou ce n'est plus. C'est ce que Viktor Orban a nommé, fort justement, le post-Occident. Aujourd'hui, nous ne sommes plus l'Occident tel que nous étions, nous sommes le post-Occident. C'est en fait l'Occident mondialiste, mondialisé de force. C'est-à-dire l'Occident qui ne se pense plus comme une civilisation, avec ses valeurs, sa foi, sa religion, ses règles, ses principes. En fait, c'est l'Occident qui veut se dissoudre dans les autres civilisations, dans le reste du monde, qui veut disparaître, qui veut se suicider. Pour renaître comme le phénix, il est évident que loin de se retrouver tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on l'a mis, l'Occident doit reprendre le dessus. Il doit se remettre debout. Il doit reprendre la tête haute. Il doit redevenir fier de lui. Il doit bannir le mondialisme de son esprit, c'est évident, mais pas que. L'Occident a été dévoyé dans le mondialisme, contraint et forcé, vous l'avez compris. Mais il s'est aussi fourvoyé dans une deuxième idéologie qui est mortifère. Et cette idéologie, c'est le socialisme. Ce socialisme qui bride son individualisme, donc sa créativité, qui démotive les meilleurs, les plus dynamiques, les plus porteurs de richesse et de croissance. En couplant socialisme et mondialisme, l'Occident se condamne à une concurrence déloyale qui tue son moteur productif, qui livre ses entreprises à la prédation de nos concurrents. En ouvrant grand ses frontières, il livre son marché intérieur aux appétits des industriels étrangers. Et il livre son modèle social aux multinationales qui vendent, étrangères, extra-occidentales, qui vendent aux citoyens subventionnés, je dirais, l'essentiel de leurs produits et qui tirent des revenus de tout ça. Il finance aussi les communautés halogènes qui s'installent et qui installent des contre-valeurs, l'anti-Occident physique au sein même de nos nations. Il faut retrouver cette flamme de l'Occident vainqueur, son esprit originel. Mais bien sûr, il faut l'adapter au monde actuel. Et pour cela, il faut retrouver la flamme dans le cadre des nations. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est dans le cadre de ces nations, qui est l'expression idéale de l'esprit des peuples occidentaux, que l'Occident a connu la phase d'expansion la plus brillante de son histoire, qu'il a accompli le plus, je dirais, de merveilles. C'était lorsque les nations étaient au firmament. Pour retrouver cette flamme, il faut réveiller ses valeurs. Ses héros, sa religion, ses saints, son histoire, tout ce qui rendra les gens fiers d'être eux-mêmes,
fiers de notre pays. On n'avance pas quand on a la tête en bas. On n'avance pas quand on courbe l'échine. On avance quand on est debout et fier de nous. On souffre tous, bien sûr, de voir à quel point nous nous sommes nous-mêmes dévalorisés, auto-flagellés, culpabilisés. Et oui, en nous culpabilisant, nous nous sommes rendus redevables envers les autres. Et nous payons cher aujourd'hui cette autoflagellation à laquelle nous avons consenti. Il faut aussi mettre en avant, je le pense, parce que ça aussi les médias n'en font rarement état, les exemples de pays qui restent arc-boutés sur leur esprit national et fiers d'être eux-mêmes, tout en étant parfaitement à l'aise dans le monde moderne et dans le monde même hyper moderne. Vous avez les exemples du Japon ou de la Corée. Ce sont des pays qui n'ouvrent pas leurs frontières, ce sont des pays qui ne livrent pas leur marché intérieur à tout le monde, ce sont des pays qui ne laissent pas acheter leur entreprise, qui ne sont pas dans l'espèce de jeu de mécano de la finance internationale. Et pourtant, ce sont des pays qui sont complètement à l'aise dans la mondialisation et qui sont complètement à l'aise dans l'hypermodernité. Le retour aux valeurs, ce n'est pas ringard, ce n'est pas un retour en arrière, c'est essentiel pour pouvoir affronter et l'avenir et la modernité. Avec le mondialisme, on pense que nous sommes condamnés au déclin, entre autres par l'hypermodernité, mais c'est faux. L'hypermodernité nous oblige à mettre à jour nos valeurs, à les adapter, mais des pays parviennent à concilier tradition et nationalisme avec l'hypermodernité. Il n'y a aucun empêchement dans ce sens. Et ce sont des pays riches en plus. Il faut raviver la flamme de l'esprit occidental, c'est le préalable à tout. Et puis derrière tout cela, il faut refonder complètement les structures qui régissent l'Occident, en changeant les priorités de ces structures. Il faut non plus privilégier le mondialisme, comme c'est le cas actuellement, mais l'occidentalisme, la défense de nos valeurs, la défense de notre civilisation, pas l'impérialisme progressiste qui dégoûte les autres. C'est en ça que nous avons complètement dévoyé le but de nos institutions. C'est qu'aujourd'hui, elles ne promeuvent plus la civilisation occidentale, elles promeuvent le progressisme. Il faut promouvoir aujourd'hui ce qui vraiment nous distingue et fait de nous une grande civilisation. La liberté, le travail, l'esprit de l'entreprise, l'effort, l'égalité des droits. L'Occident n'a pas vocation à donner des leçons de progressisme aux autres, mais il doit imposer ses valeurs, au moins déjà sur son propre territoire. Ça devrait être sa priorité. Et en tout cas, les afficher haut et fort, sans crainte, sans honte. Et pourtant, vous le voyez bien, ce n'est plus le cas. Pourquoi l'Occident est-il à ce point prisonnier du mondialisme? Tout simplement parce qu'il est soumis aux diktats de la sphère financière et des multinationales qui, encore et toujours plus, nous soumettent à leurs férules et qui adaptent cette idéologie à leurs propres intérêts. Le combat de l'Occident pour sa survie, c'est aujourd'hui la course contre la montre entre une élite qui est toujours plus puissante et qui veut accélérer son calendrier, et des peuples qui sont de plus en plus conscients, de plus en plus rebelles. Pour échapper à la nasse, il est urgent, selon moi, de mater la sphère financière et les multinationales. Les mater, ça ne veut pas dire les détruire, parce qu'on a besoin de la finance, on a besoin de nos grandes entreprises, mais simplement les faire rentrer dans une autre logique, qui est la logique de l'intérêt de nos peuples. Et pour cela, il faut revenir totalement sur le cadre du libre-échangisme total qui les rend surpuissants, au mépris de l'intérêt de nos nations. Et d'ailleurs, quand je dis le libre-échangisme intégral, on n'en est même pas là. On a même dépassé ce cadre-là. Parce que le libre-échangisme intégral, c'est la réciprocité. C'est la symétrie. Mais nous n'en sommes même pas là, puisque vous le voyez bien. Pendant que les Chinois ou les autres peuvent racheter nos entreprises, les délocaliser, acheter les brevets et compagnie, les entreprises occidentales, là-bas, sont obligées, elles, d'avoir des associés sur place. Elles ne peuvent pas rapatrier les profits qu'elles font dans leur pays d'origine ou dans leur siège. Ils sont obligés de garder là-bas. Bien souvent, on les oblige à procéder à des transferts de technologie pour pouvoir développer des industries là-bas. Donc, on n'est même pas dans le cadre du libre-échangisme. On accepte un libre-échangisme intégral pour nous et aux contraintes des contraintes de l'autre côté. C'est bien là qu'on voit qu'il y a une duplicité de nos dirigeants.
qui ne défendent même pas nos intérêts, qui ne défendent même pas le libre-échangisme. On dirait qu'ils défendent prioritairement les intérêts des pays émergents. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, hein, la France, par exemple, accorde 160 millions d'euros tous les ans à l'aide au développement de la Chine. Bah oui, 160 millions d'euros. Alors vous allez me dire, ça fait rire, vu les masses financières, mais enfin, ne fût-ce que le principe. Je pense que les dirigeants chinois doivent se faire de beaux gueuletons. Avec notre petit argent, ça va leur faire un peu d'argent de poche pour pouvoir faire la fête et bien se moquer de nous, en plus. Pourquoi la finance est surpuissante? Parce qu'elle tient nos États qui sont surendettés et ne peuvent se passer de notre financement. Pourquoi ils ne peuvent se passer de leur financement? Tout simplement parce qu'ils sont toujours en déficit. Et donc ils ont systématiquement, les États ont systématiquement besoin de faire financer leur déficit. On a laissé la finance hypertrophiée, puisque beaucoup de spécialistes considèrent que la sphère financière est hypertrophiée de l'ordre de 25% à peu près, par rapport aux besoins des économies, puisque le rôle normalement de la sphère financière, c'est de financer l'économie. La finance tire des capitaux considérables de la spéculation effrénée, et on n'a jamais réussi à la mettre au pas, en particulier au lendemain de la crise des subprimes, où finalement les États se sont encore surendettés pour venir au secours de cette finance folle. Et au final, au lieu d'imposer à ces grands argentiers des normes, au lieu d'imposer une certaine régulation, au lieu d'imposer un retour à la logique et un retour, encore une fois, au service des intérêts des économies nationales, eh bien, les États se sont laissés complètement prendre au piège, enfin, ils ont laissé faire, on a repris des bonnes vieilles habitudes très vite, et au final, donc, cette fameuse finance folle a même réussi à réattaquer les pays, avec la Grèce en particulier, mais même les autres, hein, et en spéculant sur la dette des pays qui s'étaient endettés pour la sauver. C'est vous dire un petit peu la rapacité de ces gens. Est-ce qu'on peut véritablement se fier sur la finance actuelle telle qu'elle se présente? Il faut donc changer tout cela. Et pour cela, il faut que les États redeviennent forts. Il faut surtaxer la spéculation financière. Il faut taxer aussi les transactions financières internationales et les mouvements internationaux de capitaux. Et il faut réencadrer donc la spéculation financière. Et puis, il y a une nouvelle idée que je défends récemment, parce qu'avant je n'étais pas convaincu à cela. Je vais essayer de vous la développer et de vous en convaincre. Pour mettre à bas, en tout cas abaisser cette sphère financière folle, nous avons une arme extraordinaire. Nous avons la meilleure arme. Vous avez un proverbe qui dit « Quand je dois 10 000 euros, je ne dors plus. Mais quand je dois 10 millions d'euros, c'est le banquier qui ne dort plus. » Eh bien, je crois qu'il faut engager un bras de fer avec la haute finance, avec notre dette. C'est-à-dire menacer, et même pourquoi pas, menacer de ne plus payer notre dette, de ne plus honorer certaines parties de la dette, et donc demander des dégrèvements à certains de nos créanciers. Pas, évidemment, les épargnants français ou autres, hein, d'ailleurs, qui ont acheté nos bons du Trésor, mais certains argentiers, comme par exemple la BCE, comme BlackRock et tous ceux qui détiennent notre dette, comme certains fonds souverains de pays émergents, Arabie Saoudite, Chine, Qatar, etc. Alors je vais vous dire, ça paraît fou. Pourquoi c'est fou aujourd'hui? Ben, c'est fou parce que nous sommes en déficit. Et donc, comme nous sommes en déficit, nous avons systématiquement besoin, évidemment, d'emprunter pour financer ce déficit. Mais moi, je vais vous dire, il suffit qu'on se remette non plus en déficit, mais en excédent. Et donc, qu'on remette en cause les fameux modèles sociaux que nous trouvons extraordinaires, mais il faut remettre à plat notre système de manière à redevenir au moins à l'équilibre et à pouvoir se passer de ces gens-là. Dans un livre qui s'appelle « Le pouvoir et la vie », qui est le livre mémoire du président Giscard d'Estaing, il racontait que au moment de faire le budget, ben, il avait une entrevue avec le général de Gaulle. Et le général de Gaulle lui demandait, très peu de choses en fait, il lui demandait juste une seule chose, Giscard, est-ce que le budget est à l'équilibre? Oui, monsieur le président.
Et De Gaulle répondait, parce que moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne taper à la porte de la France et me donner des leçons. Bon, vous voyez bien à quel stade on en est. Notre politique n'est plus la politique de la France, c'est la politique de nos créanciers qui est menée aujourd'hui. Et évidemment, Macron est là pour ça. Cette volonté, je dirais, de sectionner, ou en tout cas de faire peser la dette dans la balance, je ne suis pas le premier à en avoir parlé. J'avais fait une conférence en septembre 2020 aux universités d'été du Rassemblement national. Et j'avais évoqué cette idée et j'avais dit à l'époque, vous pouvez retrouver la conférence sur mon site Facebook, que l'Italie, qui s'était taillé la part du lion 3 mois avant, lors du fameux plan de relance, puisque le plan de relance, suite à la crise Covid, prévoyait 750 milliards d'euros d'aide pour l'ensemble des pays européens, et l'Italie avait empoché 220 milliards d'euros. Bien. La France, 40 milliards. Alors, est-ce que la situation de la France est à ce point meilleure que celle de l'Italie pour que les autres obtiennent 6 fois plus? À mon avis, non. Sauf que, voilà, à l'époque, c'était M. Conte qui était le président du Conseil italien, lui avait défendu le beefsteak. Vous voyez, face à tout cela, les pays du Nord qui rechignaient parce qu'eux en avaient moins besoin, ont obtenu des réductions de leur contribution à la communauté européenne. Il n'y a un seul pays qui n'a rien obtenu du tout. Il faut dire qu'on était défendu par Macron. Hein. Donc nous, on n'a obtenu que 40 milliards, mais sauf qu'on va en rembourser 80 au final. Donc le double. Voilà. Et Macron est revenu en claironnant, on a obtenu 40 milliards. Sauf que voilà, la France, elle obtient 40 milliards, il faut en rembourser 80. L'Italie obtient 220 milliards, elle n'a que la moitié à rembourser. Ben, vous voyez, M. Conte est rentré un peu comme un empereur romain à Rome. Et nous, il aurait dû rentrer piteux, mais bon, comme les médias sont tous là à l'aduler, écoutez, lui aussi, il a eu droit à son petit triomphe. Hein. C'est peut-être un des derniers qui lui est resté, finalement. Vous voyez, un triomphe usurpé. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que, donc, j'avais dit que l'Italie pourrait demander des exonérations ou des découpes dans la dette. Eh bien, figurez-vous que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'au mois de décembre 2020, le vice-ministre détaché à la présidence du Conseil, c'est-à-dire en fait le ministre bras droit d'Antonio Conte, a demandé à la BCE des exemptions de dette, des retours sur la dette. Et Madame von der Leyen avait l'air affolée, parce que bon, si l'Italie demande des retours sur sa dette, vu le poids de sa dette également, ça les risquait de faire du grabuge, hein, on va dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé un mois et demi après? Je vais vous le dire. Un mois et demi après, vous savez, le système italien, c'est un système politique extrêmement, je dirais, atomisé, avec des tas de petits partis qui font la balance dans les coalitions, etc. Eh bien, il y a un parti de la coalition qui avait été élu en 2018, c'est-à-dire une coalition populiste, qui regroupait donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Eh bien, un des petits partis qui composait cette coalition a tourné kazakh. Et donc, les électeurs qui avaient voté à l'époque pour Salvini, pour Conte, pour Di Maio, etc., se sont retrouvés avec Draghi à la tête de l'Italie. Et ceci, un mois après que l'Italie ait demandé une exonération partielle de sa dette. Et donc, comme j'avais écrit à ce moment-là, écoutez, c'est formidable, hein, c'est vraiment la banque qui a l'Europe en main, puisque la France est aux mains de Rothschild, et l'Italie de Goldman Sachs, puisque M. Draghi était responsable Europe de Goldman Sachs. Donc vous voyez, il y a eu un bras de fer, déjà à ce niveau, et il y a eu une réaction. Pourquoi l'Italie pouvait demander l'exonération de cette dette? Eh bien parce que l'Italie, à l'époque, et depuis des années, était un pays qui était en fait en situation d'excédent budgétaire primaire. C'est-à-dire que, sauf le paiement des intérêts de la dette, le budget italien est excédentaire. Alors la France ne pouvait pas le demander, déjà il y avait Macron, donc qu'est-ce qu'il allait demander? Rien du tout, peut-être même qu'il allait proposer de payer plus, hein, vous voyez. Mais surtout, la France était dans un déficit tel qu'il était impossible de demander ça. Donc vous voyez bien qu'il y a moyen, en jouant sur la dette, en tout cas de faire peser le poids de l'État et des États surendettés face au monde de la finance. Mais pour ça, il faut se mettre en condition et retrouver une situation d'équilibre qui, à mon avis, vu l'état du déficit budgétaire actuel, c'est-à-dire 160 milliards, ne peut se retrouver non pas avec les mesures cosmétiques et les annonces à la noix de M. Le Maire, mais qu'en remettant en cause complètement
le système politique, le système économique et le système social qui est le nôtre aujourd'hui. C'est évident que ça ne va pas se faire comme ça. Mais ce serait, à mon avis, en 2 ou 3 ans, la France peut se retrouver en situation d'équilibre, encore une fois, si elle remet complètement en cause le système que je dénonce à travers l'ensemble de mes interventions. Ces abandons partiels de dette, c'est évident, vont remettre complètement nos pays à flot et surtout en position de force, les empêcher d'être drogués à l'endettement, les empêcher de tout ce que nous faisons comme travail pour les multinationales de la finance. Il ne faut pas oublier une chose. Là, on vous explique aujourd'hui, par exemple, que la France ne comprend pas, enfin l'État ne comprend pas, ou essaye de donner des explications tordues, pourquoi est-ce qu'on a en quelque sorte perdu 20 milliards d'euros, on ne trouve plus 20 milliards d'euros, par rapport au déficit qui était déjà annoncé à 140 milliards d'euros. Mais 20 milliards d'euros, ça correspond au revenu annuel d'1 million de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ils ne savent pas où sont passés les revenus annuels d'1 million de personnes. Mais qu'est-ce que c'est que cette gestion? C'est vraiment du n'importe quoi. Et tout ça donc va partir encore en intérêt de la dette, etc. Tous les ans, la France est obligée de se refinancer à hauteur de 300 milliards d'euros. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons financer le déficit actuel, 150 milliards d'euros, et parce que tous les ans, nous sommes obligés de refinancer la dette qui arrive à échéance, c'est-à-dire que les prêts qu'on a, on ne les rembourse pas, on refait une nouvelle dette pour rembourser les dettes anciennes. Il y a 3 ans, j'avais écrit un article dans Boulevard Voltaire pour répondre à Jean Tirole et à d'autres économistes très connus comme Patrick Artus, etc. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce que tu réponds à Jean Tirole, blabla, lui c'est prix Nobel, etc. Bon, mais à l'époque, vous allez retrouver, Jean Tirole avait fait un rapport pour Macron sur l'état de la dette en France. Et alors il expliquait qu'on pouvait s'endetter. Il fallait absolument s'endetter à fond. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient négatifs, oui, à l'époque, et parce que, avec la numérisation de l'économie, eh bien, on allait dégager des marges qui allaient permettre, je dirais, de payer tout ça en 2 coups de cuillère à peau. En fait, ce serait facile de payer parce qu'on allait numériser toute l'économie. Alors, déjà, numériser l'économie, ça veut dire casser l'économie physique et réelle, donc casser nos petites entreprises. Deuxièmement, depuis 20 ans que l'économie se numérise, j'ai pas trop vu que la dette ait diminué, parce que la numérisation, elle est déjà bien entamée, mais j'ai pas l'impression que la dette baisse. J'ai pas l'impression que M. Bill Gates ou M. Bezos se précipitent aussi pour venir nous aider à payer nos dettes. Vous voyez, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Et donc je trouvais complètement ces principes fous. Et alors, à ma grande surprise, je les voyais repris par des tas d'économistes, François Langlais, Le Chypre, Artus, plein de gens comme ça qui vous expliquaient qu'allez-y, on pouvait y aller, il faut en prendre la cave au grenier, de la dette, etc., etc. Bon, je pense que ces gens-là étaient en service commandé. On parlait de dette perpétuelle à l'époque. Oui, c'est pas grave, c'est la dette perpétuelle. Bien, effectivement, à ce moment-là, elle va devenir perpétuelle. Sauf que depuis, les taux d'intérêt ont pris 4 points et qu'on va arriver en France à 70 milliards d'euros d'intérêt de la dette en 2027. C'est un chiffre que j'avais annoncé il y a 3 ans lors de cet article et qui est annoncé maintenant par M. Le Maire. Bon, donc, vous voyez, finalement, il finit par tomber d'accord avec moi. Peut-être pas sur qui est responsable de tout ça. Donc, pourra-t-on continuer à soutenir une dette quand on a 70 milliards d'euros d'intérêt de la dette? 70 milliards d'euros, c'est au-delà du montant du budget de l'éducation nationale. On va payer nos fonctionnaires avec quoi? On va payer notre fameux modèle social merveilleux avec quoi? Bon, il faut arrêter tout ça. Et je pense que pour arrêter tout ça, il faut mettre au pas les banquiers et il faut les menacer, tout simplement de ne plus payer leurs dettes. Mais évidemment, avant tout ça, il faut s'en donner les moyens. C'est pour ça que j'ai donc rejoint M. Mélenchon, qui parlait de ça avant. Sauf que lui, les contraintes qu'il faut s'imposer, il n'en parle pas, vous voyez. C'est-à-dire que lui, il a une solution, c'est on s'endette, mais on continue à faire du déficit. Mais qui va amener de l'argent? Je ne sais pas. Il va peut-être faire payer les riches, c'est ce qu'il a dit, mais bon, à mon avis, il va avoir beaucoup de mal, c'est toujours pareil. Je pense qu'ils vont plutôt s'empresser de fuir. Donc je pense qu'il faut être réaliste, faire peser la dette dans la balance. Ça nous donnera l'occasion, dans un premier temps, de remettre en cause le modèle qui nous conduit à la faillite, et puis de remettre au pas, dans un deuxième temps, la sphère financière. Il faut aussi retrouver notre souveraineté économique, et donc industrielle,
Et j'ajoute aussi aujourd'hui agricole, puisque vous le savez, depuis 2 ou 3 ans, pour la première fois de son histoire, la balance commerciale agricole de la France est déficitaire. C'est-à-dire que pour la première fois, nous sommes dépendants de pays étrangers pour notre approvisionnement alimentaire. C'est du jamais vu, puisque nous sommes la puissance agricole numéro 1 en Europe, mais depuis toujours. Depuis toujours, je veux dire, c'est vraiment... Sauf depuis Macron. Même ça, il a réussi. Il faut revenir sur le libre-échangisme tout de suite. Cela ne veut pas dire se fermer aux échanges, bien entendu, on a toujours échangé. C'est ça la vie économique, c'est ça la vie des pays. Et depuis des millénaires. Mais il faut se protéger définitivement de la concurrence déloyale des pays émergents. Et pour cela, il faut mener une guerre commerciale féroce, avec les Chinois, mais avec d'autres, hein, tout en ciblant des secteurs sur lesquels il est vital de reconquérir notre souveraineté et des secteurs qui correspondent aujourd'hui à nos aptitudes. Cette politique-là aussi, j'ai rien inventé, vous savez, je ne pense pas être vraiment sur un truc fou. Cette politique, elle a déjà été engagée. Elle a été engagée par M. Trump. Dès son arrivée au pouvoir, il a mené une guerre commerciale avec la Chine en la couplant avec une politique de baisse des charges pour les entreprises. Baisse des charges sociales et amélioration, je dirais, du salaire de base des salariés en baissant toutes les charges qui pesaient sur le salaire. Donc, on remet les entreprises en situation d'être compétitives et par ailleurs, on plombe la compétitivité déloyale des concurrents. Et cette politique a eu des effets immédiats, même si là encore, les médias ne se sont pas empressés d'en faire écho. Il faut savoir que la croissance américaine était jusqu'à Obama de l'ordre de 2%. Au bout de 2 ans avec Trump, elle est montée à 4,5%. Donc, plus du double. Deuxièmement, alors on expliquait que c'était une politique pour les riches, blabla, les entreprises. Bien, mais c'est faux, puisque là aussi c'est mesuré par les statistiques officielles. La hausse des salaires a doublé pendant les 2 premières années du mandat de Trump par rapport à ce qu'elle était les 2 dernières années du mandat d'Obama. Donc doublement de la hausse des salaires. On a vu des entreprises qui avaient entamé la construction d'usines au Mexique, par exemple une usine Ford, arrêter cette construction et relocaliser la production. On a vu des entreprises chinoises ou taïwanaises comme Foxconn installer des usines aux États-Unis parce que sinon elles ne pouvaient plus soutenir, je dirais, la compétitivité prix grâce à cette politique. Donc cette politique a eu vraiment des résultats quasi immédiats. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, elle se remet dans les clous des bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, c'est quoi? Premièrement, la défense des intérêts du pays, des entreprises du pays, et également la défense des valeurs de travail, d'entreprise, d'effort et de créativité. Et puis, il y a eu le Covid, qui a brouillé le message, enfin tout a été fait pour. Et puis après, il y a eu le retour de l'ancienne politique, c'est-à-dire de la politique mondialiste qui a été menée par M. Joe Robinette Biden. C'est son nom, son prénom. Bien. Il s'appelle Joe Robinette Biden, bon, voilà. Et que s'est-il passé avec M. Biden? Eh bien, il a mené une politique que les médias ont appelée les Bidenomics, et alors tout le monde a chanté les louanges de M. Biden pour sa politique. Alors sa politique, c'était quoi? Ben, c'était plus du tout la politique de Trump, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'avec M. Biden, comment a-t-il pensé relancer l'économie américaine? Eh bien, en envoyant des chèques dans les boîtes à lettres des Américains. C'est-à-dire que tous les Américains qui gagnaient, je crois, moins de 8 000 $ se sont retrouvés un beau jour avec un chèque de 2 à 6 000 $ dans la boîte à lettres. Alors je vous avouerai que si je l'avais reçu moi aussi, et vous, ben, vous auriez été bien contents. Évidemment qu'on est content de recevoir de l'argent comme ça qui tombe du ciel. Sauf que voilà, tout ça, c'est la politique du faux argent qui est menée depuis des années, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. L'Europe a plongé là-dedans de la même manière. C'est de l'argent qui vient d'où? Ben, c'est de l'argent qu'on emprunte, qu'on donne dans les boîtes à lettres des gens, et comme à côté on ne relance pas la production, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent, la vraie monnaie elle est adossée à un support
qui est la production de richesse. Là, c'est de l'argent qui n'est adossé à rien du tout. Donc on donne de l'argent, on le met dans la poche des gens, on ne relance pas la production par ailleurs. Que se passe-t-il? Les gens avec cet argent, ils consomment. Comme la production n'évolue pas, eh bien, cet argent est consommé dans quoi? Des produits étrangers. Donc on plombe la balance commerciale. On enrichit encore une fois nos concurrents, c'est-à-dire on leur donne toujours plus de pouvoir et on dégrade la valeur de la monnaie. Et observez, donc vous voyez, c'est aujourd'hui qu'on commence à parler de dédollarisation, de remise en cause du dollar. Ben oui, à force de balancer de l'argent comme ça à tout vent, vous savez, la monnaie c'est un bien comme les autres. Hein. Si un fabricant de parapluies, au lieu de produire 1000 parapluies, il en produit 10 000, ben la valeur de ces parapluies va baisser. Ben là, l'Amérique produit des dollars, mais des dollars qui ne reposent sur rien, ben la valeur du dollar baisse. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus, ou en tout cas n'a plus la même certitude dans la valeur du dollar. Et l'euro est d'ailleurs atteinte par le même mal hein, depuis peu. Donc, vous voyez, la politique Biden, c'est la politique des anti-valeurs occidentales. On ne défend pas nos entreprises, on ne défend pas notre marché intérieur, on ne défend pas tout ce que nous produisons sur place. On berce les gens dans l'illusion de l'argent facile. On berce les gens dans l'illusion que c'est le consumérisme qui produit de la richesse. Or, c'est faux. La consommation, moi je ne suis pas contre la consommation, vous non plus, on consomme tous. Mais la consommation, le vrai ordre des choses, c'est que la consommation vienne après la production. On consomme ce qu'on produit, pas ce qui nous tombe du ciel, on ne sait pas d'où. Et encore moins ce qu'on emprunte. Troisième volet de cette remise en cause de la politique mondialiste qui est essentielle, c'est refonder, bien entendu, les institutions qui régissent l'Occident depuis des années. Et moi je suis persuadé, vous voyez, je suis nationaliste avant tout, mais je suis quand même persuadé que dans le contexte actuel, vous voyez, l'Occident c'est 500 millions de personnes, les non-occidentaux c'est 7,5 milliards de personnes. Nous devenons une civilisation extrêmement minoritaire. Nos parts de PIB, comme je vous les ai décrites tout à l'heure, ne cessent de reculer. Et donc je suis persuadé qu'il va falloir qu'il y ait quand même une forme de coalition occidentale, qu'il y ait une forme de collusion occidentale pour résister à la montée des autres et pour réimposer quand même un certain ordre des choses, et en tout cas maintenir au moins sur notre territoire nos valeurs en place et nos économies en place. Sauf que voilà, je pense que premièrement l'OTAN n'est absolument pas adaptée. L'OTAN déjà a dans son sein la Turquie. Et d'ailleurs, la Turquie est l'un des pays qui lui est le plus indispensable aujourd'hui, dans le contexte actuel, puisqu'elle est frontalière de la Russie, et que, sur le territoire turc, vous avez des missiles américains qui sont tournés, bien entendu, vers la Russie. Et donc, pour combattre la Russie, qui, je le répète, n'est pas notre ennemi civilisationnel, c'est devenu notre ennemi de circonstance, parce que nous avons envenimé les relations avec la Russie. Et d'ailleurs, au début de son mandat, puisque maintenant on vous fait passer Poutine pour un fou, un malade, un débile, mais au début, Poutine a fait beaucoup d'appels du pied vis-à-vis de l'Occident. Poutine n'était pas du tout anti-occidental. Poutine faisait partie d'ailleurs du G8, c'est-à-dire de l'instance quasiment intégralement occidentale, qui était censée à l'époque régir les affaires du monde. Donc il n'était pas en marge et lui-même ne voulait pas être en marge. Il voulait s'insérer et apporter sa pierre à la politique occidentale, sauf qu'il s'est rendu compte d'une chose, c'est que les États-Unis, pour l'essentiel, continuent de pratiquer la doctrine Brzezinski. Brzezinski, qui était le conseiller d'État aux affaires étrangères du président Carter, président catastrophique Carter, vous le savez, qui a mené les États-Unis à une catastrophe en 4 ans qu'il a dirigé ce pays. Et pour M. Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, il est clair que la Russie, qu'elle soit soviétique comme à l'époque où il écrivait, ou qu'elle ne soit plus, sera toujours l'adversaire principal des États-Unis. C'est ce que disait M. Brzezinski. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est un territoire immense qui occupe une bonne partie du monde, qui n'est plus sous le contrôle que l'Amérique pense devoir mériter. Et puis, c'est le carrefour, évidemment, de toutes les énergies, une possession énergétique qui menacerait, d'après les Américains, je dirais, leur autonomie énergétique.
Et donc cette doctrine Brzezinski s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, et même je dirais accentuée, en particulier au moment où les démocrates sont là. Observez bien, quand on vous dit que Poutine attaque, il attaque en 2008, ben oui, il y a Obama. Après, donc c'était en Géorgie. Après, il attaque en 2014 en Crimée, ben oui, encore Obama. Puis là, il attaque, il y a Biden. Biden qui, dans une vidéo, quelques mois à peine après son arrivée, alors que Poutine était tout à fait tranquille, pas d'histoire, avait dit, textuellement, je ne sais pas si vous retrouverez cette vidéo sur YouTube, Poutine est un tueur froid et sans âme, et nous allons lui faire payer cher. C'est Biden qui avait dit ça. Donc, comment voulez-vous, après cela, qu'on ne pense pas qu'il y a véritablement une manipulation pour pousser Poutine à, je dirais, à la faute, entre guillemets, dans leur état d'esprit, et à nous amener à un conflit. Je pense que c'est la doctrine Brzezinski, tout simplement, qui est appliquée, et que l'ennemi à l'abattre, eh bien, c'est avant tout la Russie. La Russie, et non pas l'islam radical international, dont fait partie M. Erdogan, qui est membre de l'OTAN, et un membre qui sait se servir de sa position. M. Erdogan, vous retrouvez un discours qu'il avait tenu auprès de la conférence islamique. Il a tenu un discours où il a dit, vous savez, l'Occident nous fait des risettes pour tirer nos richesses, mais en réalité, il n'aime pas nos enfants, et c'est pour ça que moi-même, je n'aime pas les enfants de l'Occident. Il avait dit ça. M. Erdogan avait attaqué des bateaux français au large de la Libye. Il a harcelé des forages pétroliers franco-italiens, Eni Total, au large de Chypre, parce qu'il considérait que là où ça se passait, c'était la Chypre du Nord, enfin bon, ce qu'il revendique comme sa partie à lui de Chypre. Il revendique aussi des territoires. Et il a une influence au Kosovo, il a une influence en Bosnie, et il revendique même certains territoires de la Bulgarie, c'est-à-dire des territoires qui sont de la fameuse Union européenne qui est censée nous défendre. Mais là, personne n'en parle, vous voyez, là, il n'y a pas de problème. Hein, il peut revendiquer des territoires sur ces zones-là. Donc, je pense très clairement, qu'il faut sortir de l'OTAN, mais pas sortir de l'OTAN, il faut faire exploser l'OTAN. L'OTAN, encore une fois, se trompe d'ennemi, n'est pas, je dirais, une institution qui est là pour défendre l'Occident face à ses vrais ennemis. Elle est là pour, je dirais, appliquer et défendre les intérêts des États-Unis, qui sont certes une part de l'Occident, mais qui peuvent très bien se tromper, d'ennemis au gré des gouvernements qui la régissent. Et puis, les États-Unis, c'est pas les seuls porteurs de la flamme occidentale, loin de là. Hein, loin de là, et ce n'est pas les seuls récipiendaires de ce que l'Occident doit faire. Là, aujourd'hui, l'OTAN fait de nous les larbins de la politique américaine, et donc, il faut changer complètement de système et de système de défense. Il faut en fait, en réalité, un système de défense qui soit basé sur la forme d'une charte, qui identifie clairement les ennemis, qui identifie clairement les situations dans lesquelles on doit intervenir, et qui mobilise, je dirais, les forces de tout un chacun, et dont les décisions soient prises de façon beaucoup plus collégiale. Et pour finir, je pense qu'il est clair et net qu'aujourd'hui, il faut en finir également avec cette fameuse Union européenne. Cette Union européenne qui est complètement couplée avec la présence à l'OTAN. Les deux vont de pair. Et d'ailleurs, on vous parle d'Union européenne. Mais finalement, la France est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Même les autres pays, comme l'Allemagne et autres, n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de notre bouclier nucléaire. Ils veulent du bouclier nucléaire américain. Point barre. Et des pays comme la Pologne, par exemple, privilégient l'achat d'armements ou d'avions aux États-Unis plutôt que dans les fameux partenaires de l'Union européenne. Donc, quelle est cette fameuse puissance qui préfère s'assurer la sécurité dans un pays qui est non membre, qui préfère s'armer auprès d'un autre pays qu'un des pays membres? Ce n'est pas une puissance. En fait, c'est le paillasson des États-Unis, tout simplement, au niveau stratégique. Je pourrais vous parler également du niveau industriel, du niveau économique et financier. Ce ne sont pas du tout les intérêts des Européens qui sont défendus, mais encore une fois, les intérêts des pays émergents à travers toute une politique de contraintes effrénées qui pèsent sur nos entreprises et qui en font des proies et des cibles à travers l'ouverture des frontières
Vous savez que l'agence Frontex, qui est chargée de protéger les frontières européennes, n'a que 8000 agents. 8000 agents pour défendre les milliers de kilomètres de frontières que nous avons. Ça, c'est juste au niveau de l'immigration. Mais à quel niveau l'Union européenne nous défend face à la prédation des industriels des pays émergents? Aucun. À quel niveau l'Union européenne nous défend face, je dirais, à l'extraterritorialité du droit américain qui permet derrière de racheter nos entreprises? Ou face à la prédation des multinationales chinoises pour nous racheter? Rien du tout. Observez bien. Quand est-ce que vraiment l'Europe était à l'apogée en termes de créativité technologique et autres? Eh bien, c'est à l'époque où on faisait le Concorde, avec une collaboration entre les Anglais et les Français. C'était à l'époque où on montait Ariane Espace. C'était à l'époque où on montait Airbus Industrie. C'était l'époque où Olivetti a été le premier microprocesseur de salon en vente. C'était une entreprise italienne. Donc c'était véritablement à cette époque-là que l'Europe était numéro 1. À cette époque-là, nous étions les numéro 1 dans le monde pour beaucoup de choses. Où sont les Facebook européens? Où sont les Amazon européens? Il n'y a rien du tout. On ne provoque, on n'invente plus rien, on ne crée plus rien. Tout simplement parce que c'est un système qui n'unit pas et n'unifie pas les intelligences et les forces. C'est un système qui ligote la puissance de tous les pays et qui finalement nous livre à la prédation de tout le monde. Donc il faut changer de système. Il faut, selon moi, une autre Europe, une Europe des nations, mais une Europe qui soit à la carte, avec en fait des plateformes programmatiques dans des domaines comme la santé, comme évidemment les hautes technologies, comme la finance et autres, à laquelle les pays s'agrègent ou ne s'agrègent pas à la carte. C'est ça qu'il nous faut, et il faut par contre une charte au sein de cette nouvelle Europe des nations qui oblige les pays, là encore, dans des cas précis, où la civilisation européenne est attaquée et menacée. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Alors évidemment, il y a toute une redéfinition des choses, et évidemment, je vous le dis, parce que là je sais que les questions vont arriver, je ne compte pas du tout sur Macron, Scholz et compagnie pour arriver à ça. Il est bien évident que tout ça, nous n'y arriverons que si nous, les peuples européens, nous sommes réveillés et debout, et que nous changions une fois pour toutes de dirigeants et d'état d'esprit, c'est évident. Alors oui, je sais, on va me reprocher, oui, c'est encore le cas, etc. Ben, moi, je propose des solutions, si vous voulez. Hein. Donc, évidemment, je les propose à des peuples qui doivent effectivement se remettre en ordre de marche, être pleinement conscients de la servitude dans laquelle on les mène, et, je dirais, à la fois se débarrasser, de quelque manière que ce soit, des traîtres qui nous entraînent aujourd'hui dans cette décadence sans fin, et qui va aboutir très rapidement, selon moi, à notre ruine. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, cher Olivier, pour cette très belle conférence, et vraiment qui, je pense, ouvre énormément et pose énormément de questions, d'ailleurs, je suppose qu'il va y en avoir. Moi-même, j'en aurais une, d'ailleurs, à poser, mais sur un point un peu technique, mais je m'adresse aux techniciens. C'est-à-dire qu'avant l'époque de M. Pompidou, quand l'État français avait besoin d'argent, il s'adressait à la Banque de France. C'est ça. Il remboursait après. Tandis que depuis, il va sur le marché financier, et ça coûte beaucoup plus cher, paraît-il. Alors, bien sûr. On peut revenir à l'ancien système et quels sont les avantages? Mais, alors, bien sûr que nous pouvons revenir à l'ancien système. Bien sûr, il suffit de le vouloir. Tout ceci, c'est parce que nous sommes prisonniers d'un cadre qui nous empêche d'agir comme nous le voulons. Quand on vous dit, oui, on ne peut pas expulser des terroristes, parce qu'il faut l'accord des pays ici, parce qu'il faut l'accord finalement de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est parce que nous le voulons, tout simplement. Si on ne le veut plus, ben, on l'impose, c'est tout. On nous a mis en place un carcan juridique qui devient finalement un argument pour les gens qui disent « mais voyez, nous sommes condamnés ». Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a une inversion de la logique, il y a une inversion de l'ordre. Le droit sert à exprimer la volonté des peuples. Or là, le droit, puisque le droit est façonné par, je dirais, le législateur qui est lui-même élu par les peuples. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le droit est là pour soumettre les peuples. Donc, c'est quelque chose qu'on peut changer, bien entendu. Et d'ailleurs,
est-il même besoin de changer le droit en l'état actuel pour faire avancer les choses? Il y a des pays qui expulsent les gens, hein. Il y a des pays qui n'en ont rien à faire de ce que va leur dire la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, et c'est même pas des pays si puissants que ça, vous le savez. Simplement, ils vous disent, bah, écoutez, nous c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis finalement, les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils menacent de ci, de là. Mais comme à un moment donné, il faut toujours obtenir une unanimité, bah, il va bien falloir avoir besoin de ces pays-là qui, évidemment, mettent leur poids dans la balance, hein, pour tout un tas de choses. Donc on pourrait largement, même dans le cadre de ce droit lamentable qui nous étouffe, faire peser le poids de la puissance française pour exiger pas mal de choses. Évidemment, je ne compte pas sur Macron pour ça. Il faut changer de dirigeant et avoir des dirigeants qui sont motivés au-delà des simples questions d'immigration et autres qu'on voit aujourd'hui et sur lesquelles ces partis-là s'expriment. Je crois qu'il faut aller plus loin que ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre des principaux partis, dans le cadre de ces élections européennes. Merci. Merci infiniment. Donc, je ne sais pas, je vais demander à mon adjoint, Mathieu, nous pouvons demander quelques questions. Est-ce que quelqu'un... Oui, alors des questions? J'en ai deux là. Vas-y. Ma question c'est sur le président argentin. Oui. Et je voudrais savoir, parce que vous avez l'air d'être un grand libéral, quel regard vous portez sur... Écoutez, et sur la politique qu'il mène depuis qu'il a été élu. Un regard très favorable. Alors vous me dites que je suis libéral. Oui, mais vous savez pourquoi je suis libéral? C'est pas parce que tout d'un coup ça m'a pris, hein. Vous voyez, c'est parce que je constate que quand on libéralise l'économie, eh bien l'économie tout de suite redémarre et se porte mieux. Le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui beaucoup de gens, le mot libéral, c'est un mot valise qui veut tout dire et n'importe quoi. Bien. L'autre jour, j'ai fait une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Politique Éco, TV Liberté, où j'ai expliqué que la France était le pays, l'un des plus socialistes du monde, finalement plus socialiste que la Chine, hein, au regard des prélèvements obligatoires, au regard des charges et tout ce qui pèse sur les entreprises. Et alors il y en a un qui a mis il ne s'est pas rendu compte qu'on est dirigé par des ultralibéraux. Mais quels ultralibéraux quand vous avez 60% de dépenses publiques par rapport au PIB? Bon, en fait, on est ultra-socialiste, je suis désolé, 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'était le poids de la Hongrie dans les années 50-60, quand elle était sous la férule des soviétiques. Bien, donc c'est pas ultra-libéral du tout. Sauf que, voilà, il y a un point qui trouble. On n'est pas dans l'ère du libéralisme, mais par contre, on est dans l'ère du libre-échangisme. Ça, c'est vrai, on est libre-échangisme. Mais le libéralisme n'implique pas nécessairement le libre-échangisme absolu. Pas du tout. Je vous ai cité des pays comme le Japon et autres qui sont libéraux. Mais non, notre marché, on ne le donne pas à tout le monde, vous voyez. L'argent des Japonais, on ne le livre pas aux appétits de tous les industriels qui ont envie de se gaver, qui viennent de n'importe où, à des concurrents complètement déloyaux. Donc, on confond libre-échangisme et libéralisme. Et puis, en fait, je dirais, il y a aussi une deuxième chose. Donc, nous sommes plongés, nous, dans le socialisme, nous le subissons, nous tous. Mais il y a 0,1% de la France qui ne l'est pas socialiste. Elle est dans l'ultralibéralisme. Ce sont ces fameuses multinationales qui, comme elles délocalisent, comme elles rapatrient leurs avoirs dans les paradis fiscaux, leurs sièges dans des pays particuliers, etc., elles ont droit à l'ultralibéralisme, mais pas les autres. Et c'est cette distorsion de concurrence qui fait que nos entreprises meurent petit à petit sous le poids de tout ce qu'on leur impose. Quand vous voyez par exemple qu'on veut taxer les agriculteurs, Monsieur le maire, il a bien toutes les déclarations de revenus de ces pauvres agriculteurs. Il voit bien ce qu'ils gagnent. Il voit bien qu'ils sont dans la misère. Il sait pourquoi ils sont dans la misère. Ils sont dans la misère parce qu'ils ont des charges qui sont supérieures à tous les pays, y compris européens. Et puis parce qu'ils sont livrés à une concurrence déloyale. Et bien lui, pour les sortir d'affaires, il leur colle encore des normes sur les pesticides, les trucs, les machins. Et puis il leur colle une taxe en plus. Et vous croyez que c'est pas voulu? Bah, ou alors il est fou. Ou alors il comprend rien. Je vous dirais peut-être les trois à la fois. Mais enfin, le fait est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il fait très bien ce qu'il fait. Donc, il y a ultralibéralisme. Pour tous ceux qui importent leur cochonnerie ici, avec des poulets au chlore et tout ce que vous voulez, hein, on multiplie les traités de libre-échange. Pour cela, c'est libéral. Mais pour la plupart des autres, c'est pas libéral, c'est socialiste. Vous m'avez posé une question sur le président argentin.
Et évidemment, les médias français n'expliquent jamais les choses. C'est-à-dire qu'on vous le fait passer pour un espèce de farfelu, avec la tronçonneuse. Oui, mais vous savez, la tronçonneuse, les Argentins sont pour. Et la tronçonneuse, c'est une image qui les a beaucoup marqués. Pourquoi? Parce que l'Argentine, depuis des années, est un pays qui est écrasé justement de charges, avec un surpoids de fonctionnaires, un surpoids, je dirais, d'employés publics, un surpoids de charges et de taxes à peu près comme nous. Et au final, ben, c'est l'un des pays les plus endettés du monde. C'est l'un des pays... D'ailleurs, il y avait eu un débat avec Philippot, entre Macron et Philippot, oui, avant les élections de 2017. Alors là, il avait moins la partie facile, hein, le Manu, hein, lors du débat. Hein. Et Emmanuel Macron avait dit à Philippot, mais vous voulez nous envoyer dans la même situation que l'Argentine. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous met dans une position similaire à celle de l'Argentine. Donc l'image de la tronçonneuse de Milei, il l'a bien expliqué. C'est fait justement pour tronçonner la surdépense qui ne sert à rien. Parce qu'il faut de la dépense publique, il faut que l'État intervienne. Mais l'État intervient quand il est musclé, pas quand il est obèse. Et donc il faut enlever la mauvaise graisse. Alors lui, il a eu l'image de la tronçonneuse. On aime, on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je vous le dis franchement, hein, je trouve que c'était le bon truc. Moi, j'aimerais me servir de la tronçonneuse. Pas que sur la dépense publique, je vous le dis franchement, mais bon, je ne dirais pas le fond de ma pensée, hein, si j'allais tout au bout de l'idée. Hein. Et je vais vous dire franchement... C'est une bonne image. Il avait fait aussi une vidéo où il était devant un tableau. Alors il y avait des ministères, vous voyez, des tas de ministères, tous les ministères qu'il y avait en Argentine. Et puis, paf, un coup de tronçonneuse sur celui-là, ministère de la Culture, un coup de tronçonneuse sur ce ministère-là, etc. Ben oui, mais vous voyez, comme les Argentins sont dans une situation bien plus avancée encore que la nôtre. Ben eux, ils en sont au bout, ils sont en train de mourir, comprenez? Donc l'image de la tronçonneuse, elle leur fait pas peur. Parce qu'ils savent que c'est ou ça, ou la mort. Nous, il y a encore quelque chose dans le frigo, vous voyez. Alors, bah, oui, bah, pas la tronçonneuse, ça fait vulgaire, à ceci, à cela. Ben non, c'est la tronçonneuse qu'il nous faut, et j'aimerais bien qu'on la prenne avant, vous voyez ce que je veux vous dire, avant. Et de la même manière, j'aimerais bien qu'on revoie complètement notre système, qu'on se remette, comme je vous ai dit, à l'équilibre, parce qu'à l'équilibre, on va y revenir, hein. Je vous garantis qu'un jour, on va revenir à l'équilibre. Comme la Grèce. Vous voyez, la Grèce, elle est revenue, maintenant, elle est bien. Ils sont bien. Les finances publiques, c'est bien. Sauf que c'est les autres qui ont imposé ça. Et ils se sont servis pour leur imposer ça. Ils ont pillé dans leur patrimoine économique, dans leurs infrastructures, dans leurs œuvres d'art. Ils leur ont imposé des baisses de salaire, des coupes dans les aides sociales, etc. Tout a été planifié depuis Berlin et Bruxelles. Ben, on va arriver au même point. Ça va venir. Ne croyez pas que la France est protégée. Voilà, elle ne l'est pas. Elle va arriver au même point. Et donc, je vous le dis, l'équilibre, il va falloir le retrouver très vite. Ce serait bien qu'on soit en mesure de le faire nous-mêmes, fût-ce à coup de tronçonneuse. Parce que la tronçonneuse de Bruxelles, de Berlin et du FMI, ben, elle va faire encore plus mal. Dernière question, oui. Merci pour cette conférence. Je vous remercie aussi d'insister sur le poison qui est la façon de penser socialiste, qui est un problème un peu transpartisan en France. Parce que même des partis comme le RN commencent à s'y adonner, malheureusement. Bon, petite parenthèse. C'était par rapport à votre définition de l'Occident. Alors vous dites que la Russie, bon, c'est pas encore l'Occident, c'est une civilisation cousine. Mais est-ce que dans cette perspective-là, on ne pourrait pas dire la même chose des États-Unis? C'est-à-dire c'est une civilisation cousine, mais c'est pas vraiment l'Occident. Alors, l'Occident, ce serait l'Europe de l'Ouest ou l'Europe centrale. J'entends bien ce que vous me dites. Moi, je me réfère à un auteur que j'admire, et j'ai admiré son livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Occident ?» Et dans ce livre, il explique qu'est-ce que c'est que l'Occident, non pas en termes de frontières géographiques ou linguistiques ou tout ce que vous voulez, ou même, il explique que ce sont les pays qui ont connu 5 étapes dans leur histoire. Ces 5 étapes, c'est la Grèce antique, avec la raison, l'humanisme, etc. Bien. Deuxièmement, la Rome antique, avec l'établissement du premier droit qui s'impose partout et qui régit, je dirais, un empire immense et des tas de cultures et des tas de peuples différents. Troisièmement, évidemment,
le christianisme. Et il en fait d'ailleurs l'apport essentiel. 4e étape, les réformes grégoriennes et donc l'esprit de saint Thomas d'Aquin à l'époque médiévale. 5e étape, les révolutions libérales et industrielles du XVIIIe siècle. Donc, alors les États-Unis, c'est un peu spécial. Parce qu'évidemment, à l'époque de la Grèce antique, bon, il y avait les Indiens d'Amérique, enfin on les appelait même pas comme ça d'ailleurs, évidemment. Bien, sauf que bon, les États-Unis ont été refaçonnés par les populations européennes qui les ont colonisés, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, lui fait rentrer les États-Unis dans ce schéma-là, et pas la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, il y a eu le schisme, donc elle n'a pas connu la réforme grégorienne, elle n'a pas connu les révolutions libérales. Elle est à 3 étapes sur 5. Alors effectivement, on a l'impression, en voyant les États-Unis, d'une civilisation qui nous est quand même un petit peu étrangère, qui est quand même quelque chose de très différent. Moi, j'ai toujours cette image, et je ressens les choses de la manière suivante. Les États-Unis ont pris une certaine forme de relais, un peu comme l'Empire romain a pris le relais de la Grèce antique à l'époque. C'est quelque chose, effectivement, qui est un petit peu différent, qui est autre chose, mais qui est quand même bâti sur un socle qui s'inspire beaucoup de l'Occident, évidemment, anglo-saxon. Ça aussi, c'est peut-être ça qui nous le rend étranger, parce que nous, on est l'Occident latin, vous voyez, mais il y a aussi l'Occident anglo-saxon. Je ne pourrais pas répondre à votre question d'une façon totalement ferme et définitive. Bon, le fait est qu'on est quand même très proche des États-Unis dans notre civilisation, après qu'on la mette dedans, qu'on la mette un peu à côté, ou etc. Comme on est très proche de la Russie, je vous le dis. Pour moi, c'est très clair. La Russie, c'est pratiquement notre civilisation, et j'ai envie de dire, ça l'est. Et en tout cas, les discours actuels devraient nous inciter à revenir aux sources de notre civilisation. Voilà, c'est comme ça que je prends les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Il n'y a plus. Je vois pas d'autres questions d'ailleurs. Sauf s'il y a une dernière question, mais sinon on va passer à la table. Il y a donc nos versions, encore une fois, l'orateur. Nous avons beaucoup apprécié cette conversation.